sur cette frontière. Et c'est un des points d'affrontement depuis 2 jours, depuis le début de cette opération baptisée Source de paix par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Ici, aux frappes aériennes et aux incursions turques répondent des tirs de mortier, des combattants kurdes, 6 morts parmi les civils de ce côté de la frontière, une dizaine côté syrien selon un dernier bilan, 29 combattants kurdes et un militaire turc, le premier tué également, et puis 60 000 déplacés déjà de l'autre côté de la frontière, des habitants qui fuient les combats et les bombardements qui se déroulent dans cette région. La population turque, elle, se montre solidaire. Les gens avec qui nous avons parlé depuis notre arrivée soutiennent évidemment l'opération initiée par la Turquie. Il fallait protéger la frontière. Il faut, disent-ils, créer ce corridor de sécurité pour permettre le retour des réfugiés syriens dans leur pays. Des réactions d'autant plus surprenantes qu'elles viennent parfois de la communauté kurde installée ici en Turquie. Ce n'est pas un problème communautaire, m'assurait l'un d'eux hier. Officiellement, on fait donc corps avec le président Erdogan dans ce qui est aussi ici une bataille de communication. Mathieu Mondoloni à la frontière turco-syrienne. Explosion à bord d'un pétrolier iranien tôt ce matin en mer Rouge, au large du port saoudien de Jeddah. Un incendie s'est déclaré à bord et du pétrole s'est répandu dans la mer. La compagnie propriétaire du navire évoque 2 tirs de missiles qui pourraient avoir provoqué cette explosion. À la mi-septembre, des attentats avaient frappé des installations pétrolières saoudiennes, des frappes revendiquées par les rebelles Houthis du Yémen. Mais l'Arabie Saoudite avait accusé l'Iran d'en être responsable. Football, Islande-France à 20h45 ce soir, match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020. En cas de victoire ou même de match nul à Reykjavik, les Bleus se rapprocheraient franchement de la qualification. Bruno Salomon. Le cadre champêtre du stade de Reykjavik, avec seulement 2 tribunes, tout juste 10 000 spectateurs, sa petite piste d'athlétisme, ajouté à cela le vent qui va balayer la pelouse et piquer les visages, les températures qui ne dépasseront pas les 3 degrés, et bien tout cela, il va falloir l'oublier pour les Bleus. Le temps d'une rencontre, il va falloir accepter le jeu physique, les duels des hommes d'Erik Hamren, un sélectionneur islandais qui hier a parlé de miracle si son équipe assez diminuée venait à accrocher, voire battre les Bleus. Une équipe de France qui ne doit pourtant pas se laisser bercer par les louanges. Elle aussi se présente en Islande sans son capitaine Hugo Lloris, sans sa pépite Kylian Mbappé. Mais si elle est aussi sérieuse qu'au match aller, remporté 4-0, la France doit l'emporter. Un succès qui permettrait aux hommes de Didier Deschamps de se rapprocher un peu plus de la qualification pour l'Euro 2020. Reykjavik, Bruno Salomon, France Info. Et puis après la Coupe du Monde de rugby, c'est la Formule 1 qui pourrait faire les frais de l'arrivée du typhon Agibis sur le Japon. Les essais qualificatifs du Grand Prix du Japon, qui doit se courir dimanche sur le circuit de Suzuka, auront lieu le matin même de la course, alors qu'ils auraient dû démarrer demain. Mais pour l'instant, il n'est pas question d'annuler ce Grand Prix. Merci beaucoup Laurent. En ce qui nous concerne, on devrait pouvoir vous retrouver assez facilement à 11h30 tout à l'heure. Paris, la bataille, le feuilleton des municipales, la nouvelle série des podcasts originaux de France Info. On est un peu dans le concours Lépine, des idées les plus loufoques. Moi, je propose de transformer radicalement, même de détruire le périphérique d'ici 15 ans. Tous les vendredis, Benjamin Mathieu vous raconte la campagne pour les municipales dans la capitale. Coulisses, confidences, rebondissements. Elle apprécie beaucoup faire du vélo, surtout quand il y a des caméras. En règle générale, elle est plutôt ardente défenseur de sa voiture. Paris, la bataille, le feuilleton des municipales, un podcast à écouter sur franceinfo.fr. Disponible aussi sur l'application Radio France. Restez avec nous sur France Info. Dans quelques instants, on s'intéresse au nouveau prix Nobel de la paix. Ce sera juste après l'info. Il est 11h10, Stéphane Milhomme. Et tout d'abord, le prix Nobel de la paix revient au Premier ministre d'Éthiopie, Abiy Ahmed, récompensé par le jury à Oslo il y a quelques minutes. Il est l'initiateur du processus de paix entre son pays et l'Érythrée. Thierry Bolloré révoqué, la direction de Renault l'annonce dans un communiqué. Le directeur général du constructeur automobile est évincé officiellement pour absence de résultats. Thierry Bolloré a dénoncé ce matin un coup de force avant ce conseil d'administration extraordinaire et express. 2 semaines après l'incendie Lubrizol, les ministres de la Santé, de la Transition écologique et de l'Agriculture installent un comité de suivi et de transparence. Sur France Bleu Normandie, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, promet que tous les éleveurs laitiers seront indemnisés pour leurs pertes en septembre. Ils ne perdront absolument rien.
Quels sont les risques quand on travaille sur un site Céveso ou quand on habite à côté? Journée spéciale à suivre sur France Info à Rouen, mais aussi sur d'autres sites sensibles en France. Les mots de l'ambassadeur de Turquie en France sont forts, sans ambiguïté, démontrent la détermination du régime Erdogan. Actuellement en Syrie, on peut bombarder si ceux qui nous ont aidés, ce sont des terroristes. Il justifie l'intervention militaire d'Ankara pour éloigner de sa frontière la principale milice kurde de Syrie, l'YPG. Un bilan d'Ankara fait état d'un premier soldat tué. Au moins 39 personnes sont mortes côté kurde. Et puis direction l'Islande ce soir et le petit stade de Reykjavik. Pas plus de 9000 spectateurs pour applaudir Islande-France. Match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020. France Info. Et tout est plus clair. Le prix Nobel de la paix 2019 a donc été décerné il y a quelques minutes au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Bertrand Galichet est toujours avec nous, de la rédaction internationale de Radio France. Alors Bertrand, on va pas se mentir, ça n'est pas non plus la personnalité qui était la plus connue sur la liste. Qui est-il, Abiy Ahmed? Alors ça n'est pas la personnalité la plus connue effectivement, mais ça n'est pas non plus une surprise. Abiy Ahmed, c'est donc le Premier ministre d'Éthiopie depuis maintenant 1 an et demi. Il appartient à l'ethnie majoritaire. Il est arrivé au pouvoir. C'est la première fois que en Éthiopie, l'ethnie Oromo arrive au pouvoir. C'est très important parce que ça explique beaucoup de choses sur sa capacité à fédérer le pays et à établir aussi une paix avec l'Érythrée voisine. Il a 43 ans, c'est un chrétien protestant, né d'un père musulman et d'une mère orthodoxe. Il a été formé aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il a longtemps été militaire, lieutenant-colonel dans l'armée. Il a participé à la force des Nations Unies au Rwanda. Il a travaillé pour les services de renseignement et c'est aussi l'ancien ministre de la Science et des Technologies. Pourquoi est-ce qu'il a été récompensé concrètement? Alors, comme on vient de l'entendre, il a été l'artisan, et c'est la principale raison, de la réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée après 20 ans d'hostilité armée entre les deux États. La guerre avait fait au total 80 000 morts, notamment entre 1998 et 2000 pour une question de frontières. Et c'est lui qui a signé un accord de paix historique en juillet 2018 avec l'Érythréen Isaias Afwerki. Il a signé des accords de paix aussi avec plusieurs autres groupes rebelles, les combattants du Front de Libération Oromo, donc le principal groupe ethnique dont je parlais tout à l'heure, et aussi avec le Front National de l'Ogaden. Il avait reçu au printemps 2019, au printemps dernier, le prix UNESCO pour la recherche de la paix, justement pour cette réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Et puis au-delà de cette action pour réconcilier les deux pays, il a à l'intérieur de son propre État constitué un gouvernement qui est assez moderne, au fond, avec autant d'hommes que de femmes. Il a libéré des centaines de prisonniers politiques, donc il s'est beaucoup intéressé aux droits de l'homme, il a mené des réformes politiques, il a permis le retour d'exilés politiques et il a eu aussi une action économique. La croissance annuelle de l'Éthiopie est estimée actuellement à 8%. Bertrand Galichet, dans ce genre de cas, c'est bien normal, on a tendance à adresser des louanges. Évidemment, il vient d'être élu, on dit encore une fois, un prix Nobel de la paix. Est-ce que pour autant, et pour tenter de dresser un tableau très exhaustif, il est exempt de toute critique? Non, parce que c'est un homme qui gouverne seul. Il n'a pas su éviter certains conflits ethniques, malgré les efforts qu'il a déployés, j'en parlais tout à l'heure. Il y a eu au cours de ces conflits ethniques des centaines de milliers de déplacés, des violences intercommunautaires et puis en juin dernier une tentative de putsch dans l'une des régions de l'Éthiopie a fait des dizaines de morts. Son défi, celui qu'il a relevé maintenant, ce sont les élections qui sont prévues l'an prochain dans ce contexte d'affrontement ethnique. Merci beaucoup pour vos explications, Bertrand Galichet de la rédaction internationale donc de Radio France. Le prix Nobel de la paix 2019 décerné, vous l'avez vécu en direct sur France Info, à Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien. France Info. Lubrizol va indemniser les agriculteurs touchés par l'incendie de son usine. Dans un premier temps, 453 éleveurs de 6 départements frappés par l'interdiction préfectorale de produire du lait. Lubrizol qui a également consenti à créer un fonds de solidarité à hauteur de 50 millions d'euros pour couvrir les pertes subies à la fois donc par les agriculteurs, mais aussi par d'autres secteurs. On peut penser notamment aux commerçants. Une première victoire pour Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. C'est une avancée très importante, c'est une première victoire, oui, parce que depuis le début, nous disons que les producteurs sont des victimes collatérales de cet incendie et qu'il est normal que l'entreprise et son assureur, l'entreprise qui en a la responsabilité, indemnise les éleveurs. Et nous avons travaillé pour faire évaluer toutes les pertes. Il y a de très nombreux agriculteurs
et il faut que ce soit compensé à l'euro. Nous veillerons jusqu'au bout. Et justement, il y a 10 jours, ici même, sur France Info, vous estimiez que le coût des pertes agricoles n'était pas encore possible à estimer. Est-ce le cas aujourd'hui ? Non, c'est pas possible de les estimer totalement parce que autant c'est simple de comptabiliser les litres de lait qui sont traits tous les jours, matin et soir, et qui sont jetés, les milliers d'œufs qui sont produits, autant c'est beaucoup plus difficile de comptabiliser la perte de vente de légumes, de miel, la perte liée au retard de récolte pour certains herbages, maïs, pour les betteraves. Donc il y a des dégâts collatéraux importants. On ne parle même pas du préjudice d'image. La mutualité sociale agricole a mis en place un travail pour accompagner les agriculteurs, dont certains sortent en burn-out, me disait-on ce matin de l'Oise. Donc ce sont des dégâts extrêmement importants. Vous savez, quand les producteurs voient toute leur activité bloquée et en plus l'obligation de jeter leur production, c'est dramatique. Nous attendons toujours le résultat des analyses. Ils avaient été promis pour mercredi, puis pour vendredi aujourd'hui. On nous parle maintenant de lundi.